Il y a 52 ans, dans une petite ville du nord de l'Ontario, une femme a développé une mystérieuse condition qui a laissé les médecins perplexes et ses enfants terrifiés. C'était une condition aussi ancienne que la civilisation elle-même, la possession démoniaque. Son cas est l'un des plus extrêmes jamais enregistrés, mais la majeure partie est restée secrète, l'hôpital psychiatrique allant jusqu'à effacer les dossiers par crainte des fuites. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de la seule personne qui connaît la vérité sur cette histoire, son fils. Je m'appelle Michael Anthony et j'ai 56 ans. La première fois que je suis allé à table, ma mère m'a appelé, puis elle est venue derrière moi et a versé de la soupe chaude sur mon épaule. J'avais environ 3 ans et demi ou 4 ans à l'époque. C'est là ma première mémoire du fait que ma mère existait vraiment et que je devais faire attention à elle. Depuis ces jours-là, et autant que je me souvienne, elle ne m'a jamais pris dans ses bras, ne m'a jamais touché, n'a jamais dit « ça va aller », ne m'a jamais embrassé. Il n'y avait aucune forme d'affection. Mais ma sœur, qui a 7 ans de plus que moi, m'a raconté qu'avant ma naissance, notre père était décédé, ce qui a profondément bouleversé ma mère. Ma tante, la sœur de ma mère, était une personne très spirituelle et impliquée dans l'occultisme. Ma mère et ma sœur ont essayé d'invoquer l'esprit de leur père parce qu'elles ressentaient un grand vide sans lui. Comme vous le savez, cela est interdit tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, car cela fonctionne. Que ce fût son esprit ou une interprétation démoniaque prétendant l'être, ce qui est réellement le cas, cela a déclenché l'oppression. Selon le souvenir de ma sœur, cela a commencé peu avant ma naissance, et cela a empiré à mesure que je grandissais. Comme je l'ai dit, il n'y avait aucune tendresse. Elle ne m'a jamais embrassé, jamais pris dans ses bras, même lors de l'incident de la soupe renversée sur moi. Je me souviens d'un trajet en taxi vers le médecin. Elle ne m'a jamais touché, jamais tenu. Nous sommes allés chez le médecin, je me souviens de la salle d'attente, la douleur et la souffrance, gémissant, et elle ne m'a jamais réconforté, jamais touché. Sur le chemin du retour à la maison, cela a vraiment renforcé ma perception de ma mère comme une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Comme j'ai appris de ma sœur et de ma tante, elle était très abattue. Le manque de mon père l'affectait profondément. Et depuis lors, les choses n'ont cessé de se dégrader. Je suis né peu après cela, et à ce moment-là, elle perdait déjà contact avec la réalité, ou en était très proche. Mais je pense que cela a empiré quand je suis allé à l'école maternelle. Tout ce que j'ai décrit s'est passé à Etobicoke et Mississauga, dans Toronto, qui sont des quartiers de Toronto. Quand nous avons déménagé à Meaford, cela a été un tournant. Nous avons déménagé à 180 km de toute ma famille, dans une petite ville isolée du nord de l'Ontario, au Canada. Je ne suis pas sûr de la raison. Peut-être y avait-il un conflit familial, car ils ne sont jamais venus nous rendre visite après cela. À partir de ce moment-là, isolée dans cette petite ville, ma mère a commencé à se détériorer progressivement. Elle est devenue très distante, a commencé à parler toute seule. Ce fut la première chose que j'ai remarquée. Elle commença à se plaindre qu'elle entendait des voix, et c'était la principale chose qu'elle mentionnait. À l'époque, on entendait des grattements sur les murs, des frappements et des coups, des choses de ce genre. Ma mère disait qu'elle voyait des petites personnes, ce qui est assez curieux ici au Canada. Avec le temps, elle perdait de plus en plus son essence. Quand j'avais 6, 7, 8 ans, elle était pratiquement dans un autre monde, parlant toute seule tout le temps, pratiquement indifférente à ma présence et à celle de ma sœur. Mon père travaillait à l'extérieur 5 ou 6 jours par semaine, revenant à Toronto, d'où nous venions. Donc, nous étions seuls tous les trois à la maison. La situation empirait et, vers mes 9 ou 10 ans, elle s'est considérablement aggravée. Mais avant de continuer, je veux relier cela à quelque chose qui s'est produit auparavant. Il est difficile de tout résumer, mais d'après ce que j'ai compris, vers mes 7 ans, j'ai été pratiquement laissé à moi-même pour presque tout. Comme un enfant de 7 ans, ma mère ne reconnaissait même pas que ma sœur et moi existions. Comment arrivions-nous à nous débrouiller, à manger et tout le reste? Je ne sais pas comment ma sœur faisait, mais nous avions un peu de nourriture à la maison, pas beaucoup. Mon père pêchait et chassait lorsqu'il avait du temps libre.
donc nous avions de quoi remplir le congélateur. Quant aux courses, mon père n'y allait qu'une fois tous les 2 ou 3 mois. J'ai commencé à m'inviter chez des amis pour manger et, si ses amis s'en rendaient compte, ils disaient « Ah, maintenant je comprends. J'ai beaucoup fait cela. » En été, quelqu'un de notre communauté, où les jardins étaient tous reliés entre eux sans clôture, avait un jardin immense, d'environ un demi-acre avec toutes sortes de légumes. J'y allais, cueillais des laitues, des carottes, les lavais dans le ruisseau à côté de la maison de mon voisin et les mangeais. Nous vivions dans un endroit appelé la Niagara Escarpment au nord du Canada, où en été et en automne, il y a beaucoup de choses comestibles autour, comme des raisins sauvages, des cerises, des poires et beaucoup de pommiers. La plupart de mes repas se prenaient chez des amis ou avec tout ce que je pouvais trouver, généralement sur les arbres. C'est fou de penser qu'un enfant de 7 ans devait se débrouiller ainsi pour trouver de la nourriture. Quand j'allais dans le jardin des voisins, étant donné que ma mère était complètement déconnectée de la réalité, les voisins soupçonnaient-ils quelque chose? Et savaient-ils que je prenais de la nourriture dans le jardin? Est-ce que je me mettais dans des ennuis? Oui, en effet, le grand jardin dont je parle appartenait à un homme nommé Herbie, un vieil homme très âgé, dans la trentaine d'années, qui se déplaçait avec une canne. Je volais des légumes dans son jardin et il sortait par la porte arrière en me criant après. Il n'avait pas de dents, alors je ne comprenais jamais ce qu'il disait, mais je savais qu'il ne pourrait pas m'attraper, donc c'était un peu un jeu du chat et de la souris, mais il n'était pas vraiment très bon à ce jeu. En hiver, je volais aussi des encas à l'école dans les boîtes à goûter des autres enfants. Au Canada, nous avons un placard pour les manteaux d'hiver où l'on enlève les bottes et on met les encas sur l'étagère du haut. Pendant les changements de période, je me faufilais jusqu'au placard, fermais la porte, prenais une pomme ou quelque chose comme ça et mangeais rapidement avant la prochaine classe. Je me souviens qu'il y avait parfois des annonces dans le système de son demandant à celui qui volait les encas d'arrêter. Je pensais vraiment qu'il parlait d'une autre personne, pas de moi, mais après avoir entendu cela autant de fois, j'ai pensé « Mon Dieu, il parle de moi ». Je ne pensais pas que je volais, je pensais juste que je survivais. C'était très étrange de grandir sans le soutien des parents et de devoir se débrouiller tout seul quand on est juste un enfant en essayant de comprendre et d'expliquer le monde à sa manière. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma mère. Je pensais juste qu'elle était étrange, folle, je ne sais pas, et nous avons continué à vivre. Je ne me suis rendu compte de combien mon enfance avait été vraiment mauvaise qu'après avoir souffert d'un trouble de stress post-traumatique sévère dans mes 20 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réévaluer ma vie et à réaliser que, quand j'en parlais aux gens, ils étaient choqués. Mec, ce n'est pas normal. On ne connaît que ce que l'on voit autour de soi, et c'était tout ce que j'avais. C'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude qui ne perçoit pas le danger lorsque la température augmente lentement. On n'a pas conscience de la faim, on survit simplement jour après jour. Les auditeurs peuvent imaginer, si je n'avais presque pas de nourriture, comment c'était pour d'autres choses comme laver les vêtements. Je ne lavais pas. De temps en temps, je jetais mes vêtements dans la baignoire avec moi et c'était le jour où je faisais la lessive. En gros, j'étais un enfant sauvage avec un toit au-dessus de la tête. En y repensant maintenant, je vois à quel point c'était étrange. Comment les autres enfants me voyaient-ils? Eh bien, personne ne remarquait vraiment quoi que ce soit parce que j'étais un excellent élève. J'avais un TDAH très prononcé et, avec tout ce que je traversais, j'étais profondément traumatisé. Mais je voyais l'école comme un endroit où je devais être le meilleur en tout. Je ne recevais aucune attention à la maison, alors je sentais que je devais compenser à l'école. J'ai gagné toutes les compétitions et obtenu de bonnes notes. Oh, vous penseriez le contraire, qu'une personne avec une vie désorganisée échouerait à l'école, mais j'ai abordé cela de manière opposée. Je ne cachais rien, ni n'essayais de dissimuler, je donnais juste tout ce que j'avais dans tout ce que je faisais. Personne ne remarquait et beaucoup de personnes avec qui j'ai étudié ont lu mon livre et ont dit qu'elles n'auraient jamais imaginé. Bien que, en effet, j'étais moqué pour porter des vêtements sales à l'école, je ne savais pas ce qu'était l'étiquette sur le moment de laver les vêtements
ou à quel point il devait être sale avant d'être considéré comme sale. À l'époque, dans les années 70 et au début des années 90, il n'y avait pas autant d'avertissements concernant les enfants en difficulté. Il y avait d'autres enfants qui arrivaient à l'école aussi sales que moi, un peu comme Pigpen dans Charlie Brown, et tout le monde pensait juste « Ah, ce garçon est pauvre » ou « Il n'est pas bien soigné ». Il n'y avait pas une grande mobilisation pour les enfants qui semblaient avoir des problèmes à la maison. Je ne sais pas vraiment quand cela a commencé, mais chaque nuit, j'étais pétrifié de peur de ma mère, et ma sœur avait aussi très peur d'elle. Je pense qu'à environ 9 ou 10 ans, les choses ont commencé à empirer de manière significative. Je ne voyais jamais ma sœur, bien que nous ayons grandi ensemble. Elle restait dans sa chambre, au bout du couloir, avec un cadenas à l'intérieur, et je la voyais presque jamais. À cette époque, ma mère empirait progressivement, criant au milieu de la nuit, assise sur une chaise, se frappant avec un morceau de bois jusqu'à saigner et rire, parlant dans différentes voix. Je restais dans le salon avec elle, regardant la télé, et elle parlait seule dans des voix étranges et avait des conversations. Je ne comprenais jamais rien, et ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai réalisé qu'elle parlait dans différentes langues parce que je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. Mais chaque nuit, dès que le soleil se couchait, les choses commençaient à empirer et j'essayais de sortir de la maison autant que possible. Parfois, je dormais même dans le parc. Je ne voulais vraiment pas retourner à la maison, j'étais terrifié, mais je revenais quand même. J'allais dans ma chambre et je remplissais tous les tiroirs de mon armoire avec des briques, environ 20 ou plus, et je poussais le meuble contre la porte. Je dormais toujours dans la même position fétale avec un bâton de hockey à côté, attendant, parce que chaque nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, ma mère venait et secouait la porte, essayant d'entrer. Quand elle n'y arrivait pas, elle commençait à crier et à marcher dans le couloir. Je me souviens d'une nuit en particulier, poussée par la curiosité, après qu'elle ait secoué la porte, j'ai poussé l'armoire et jeté un œil dans le couloir pendant qu'elle s'éloignait en criant et en se frappant la tête avec une botte d'hiver avant de revenir dans sa chambre et de claquer la porte avec force. C'était une routine nocturne dont je ne me souviens même plus quand elle a cessé. Je pense que cela a cessé uniquement lorsqu'elle a essayé de tuer l'un de nous et a été emmenée dans un asile en camisole de force. Chaque nuit, elle répétait ce rituel de vérifier ma porte pour voir si elle pouvait entrer et j'attendais cela chaque nuit. Je ne sais même pas quoi dire. Je dormais dans la même position sans bouger toute la nuit et le lit avait même des marques de mon corps à force de rester dans cette position jusqu'à quitter la maison. J'étais à l'école quand quelqu'un a frappé à la porte et des hommes en costume m'attendaient. L'enseignante m'a appelé et je suis sorti dans le couloir où il y avait des policiers. Je suis monté dans la voiture avec le voisin dont le père est venu me chercher. Et pendant que nous retournions chez nous, il m'a dit que ma mère avait essayé de tuer ma sœur. Elle poursuivait ma sœur autour de la voiture avec un couteau de boucher, essayant de la tuer, et l'homme qui m'a ramené chez moi a été témoin de tout cela. Ce jour-là, ils ont emmené ma mère dans un établissement psychiatrique et l'ont mise en camisole de force. Lorsque ma sœur a raconté ce qui s'était passé, elle a dit qu'elle était dans le salon et que notre mère était dans la cuisine, quand elle a entendu notre mère crier qu'elle était une sorcière et qu'elle devait la tuer. Ma sœur a échappé de justesse parce que ce matin-là, j'avais laissé la porte d'entrée et la porte moustiquaire ouverte, ce qui lui a permis de sortir rapidement. Ma sœur a dit que cela lui a sauvé la vie, car si elle avait dû ouvrir les portes, notre mère l'aurait atteinte. Ma sœur est partie cette semaine-là et est allée vivre avec notre grand-mère à Toronto, d'où nous venions. Quant à moi, je n'ai pas eu beaucoup de réactions. C'était plutôt un « Ah, d'accord ». Mais quand ils ont emmené ma mère, j'ai pensé « Enfin, je vais pouvoir dormir cette nuit sans que quelqu'un tente d'entrer dans ma chambre ». Je n'ai jamais compris ses intentions, ni ce qui se passait. Les gens demandaient pourquoi nous ne faisions pas venir un prêtre pour un exorcisme, mais nous étions juste des enfants et nous n'avions aucune idée de ce à quoi nous faisions face. Tout le monde pensait qu'elle était simplement folle et mon père était presque jamais à la maison
donc nous étions juste nous trois. Que vous attendez-vous à ce que des enfants fassent dans une situation comme celle-là? Ma réaction a été assez mélancolique, à l'exception du soulagement de penser « ça va aller mieux maintenant » puisque j'avais encore 13 ans et je vivais toujours à la maison. Mais 3 mois plus tard, elle est revenue. J'ai découvert qu'elle s'était volontairement internée à l'hôpital psychiatrique et, selon la loi, si vous vous internez volontairement, vous pouvez demander à en sortir. Elle était une femme très intelligente, malgré tout, car elle a réussi à revenir à la maison 3 mois après avoir essayé de tuer l'un de ses enfants. J'ai été choqué qu'on la laisse revenir sans jugement ou quoi que ce soit, puisque c'était elle qui s'était internée d'elle-même. Je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, c'était une autre époque. Quand elle est revenue, les choses ont empiré. Avant de continuer, je vais raconter que j'ai parlé avec un homme il y a quelques années lorsque j'ai écrit mon premier livre. C'était un prêtre de l'Ontario, Canada, dans les années 70 et 80. Il m'a dit que, selon le protocole de l'époque, elle a dû faire quelque chose de très étrange à l'hôpital, car si c'était quelque chose au-delà de leur diagnostic, c'est pourquoi ils l'ont renvoyée, ne trouvant rien de mal avec elle. Quelque chose de surnaturel ou paranormal, probablement, car lorsque j'ai fait des recherches pour mon deuxième livre et que j'ai appelé l'hôpital pour demander ces dossiers, on m'a d'abord dit qu'ils avaient probablement été brûlés, mais après, on m'a informé qu'ils étaient archivés à l'extérieur. Ils m'ont proposé les dossiers pour 35 $, mais après une semaine sans nouvelles, quand j'ai rappelé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de dossier à son sujet. Un exorciste avec qui j'ai parlé m'a expliqué que cela serait le protocole, archiver les dossiers à l'extérieur parce que quelque chose d'inhabituel s'était produit pendant qu'elle était sous leurs soins, quelque chose qui avait été documenté mais sans diagnostic. Quand j'ai mentionné que je faisais des recherches pour un livre, les dossiers ont simplement disparu. Bien. Ma sœur était déjà partie, donc il n'y avait plus que moi à la maison. Le premier jour après son retour, je me souviens de la voir se promener dans la maison et j'ai simplement fui. J'étais très bouleversé par tout cela, mais dans les jours qui ont suivi son retour, elle passait tout son temps assise dans sa chaise, se frappant avec un morceau de bois jusqu'à être tout ensanglantée, du lever au coucher du soleil. Je me souviens de sortir pendant la journée et de revenir le soir, juste avant le coucher du soleil. Je laissais mon vélo dehors et, comme nous laissions toujours les fenêtres ouvertes à l'époque, je pouvais entendre les coups qu'elle se donnait sur la poitrine avec le morceau de bois. Elle répétait ce geste bizarre tout en parlant seule dans des voix différentes, sans s'arrêter, tous les jours, jusqu'au coucher du soleil. Puis, elle se retirait dans sa chambre et les bruits commençaient. Du salon à sa chambre, il n'y avait que 6 ou 8 pas en courant. J'entendais des bruits, comme si des personnes se battaient, semblables au son de quand mon ami et moi nous battions dans sa maison, qui avait un plancher creux qui résonnait. On aurait dit que des gens roulaient sur le sol, luttant pour leur vie. Je courais jusqu'à sa chambre, ouvrais la porte, et je la trouvais allongée dans son lit, avec la couverture tirée jusqu'à son nez, les yeux grands ouverts, en disant que Satan sautait sur sa poitrine venant du plafond. Je ne savais pas quoi faire. J'entendais tous ces bruits, mais là, elle était, immobile dans son lit. Et rappelez-vous, elle était obèse à cette époque, donc elle ne bougeait pas rapidement. Mais chaque nuit, ce cirque d'événements se répétait. Je me souviens d'une fois où elle a trouvé quelques-uns de mes affaires. Nous n'avions pas grand-chose parce qu'elle brûlait tout. Elle a jeté mes affaires dans la cheminée jusqu'à ce que tout prenne feu et un voisin a appelé les pompiers. Ils sont arrivés, ont commencé à démonter la cheminée pendant qu'elle continuait à se frapper avec le morceau de bois à seulement 3 pieds de moi. Je regardais tout ça et, comme je l'ai mentionné, ce n'est que 20 ans plus tard que je me suis rendu compte que personne n'a dit un mot. Les pompiers l'ont vue tout ensanglanté, ils ont éteint le feu et sont partis. C'était comme ça dans les années 70 et 80. Personne ne parlait de ces choses. Personne ne disait rien de mal sur personne. Tout était gardé secret. Comme je l'ai dit, ma mère ne m'a jamais gâté, ne m'a jamais embrassé, ne m'a jamais pris dans ses bras pendant toute mon enfance. Elle n'a jamais parlé avec moi parce qu'elle avait été opprimée depuis son plus jeune âge, puis possédée, donc je ne l'ai jamais vraiment connue. Nous n'avons jamais eu de conversation.
mais il y a eu 2 fois où elle m'a parlé de manière cohérente et intelligente. Les 2 fois se sont produites quand j'étais à la maison, sur le point de sortir. Oh! Elle ne tentait pas d'attirer mon attention. Elle fredonnait et sifflait, puis elle a soudainement arrêté de se frapper et a dit « Ils entrent en moi et montent le long de ma colonne vertébrale. C'est ainsi qu'ils entrent en moi. » Et après cela, elle revenait à son état précédent. Les 2 fois, elle m'a dit exactement la même chose, avec environ 30 secondes d'écart, et ce furent les seuls moments où je l'ai entendu parler avec sa voix normale. Rapidement, mais chaque nuit, ce cirque d'événements se répétait. À l'époque, je pense que j'avais environ 16 ans, et mon état d'esprit, compréhensiblement, était que si je ne la tuais pas en premier, elle finirait par me tuer, comme elle a essayé de le faire avec ma sœur. Il semblait que je n'avais de l'aide de personne, l'institution psychiatrique ne faisait rien, la police non plus, donc je ne voyais vraiment pas d'autre option. Il y a eu une nuit qui a été un tournant crucial dans mon histoire. Jusqu'à ce moment-là, je m'effondrais mentalement et émotionnellement. Mes notes ont commencé à se détériorer pour la première fois parce que je ne pouvais plus supporter tout ça. J'étais brisé à tous les niveaux. Je me sentais juste comme une coquille vide. Les choses étaient devenues si mauvaises que mon père ne pouvait plus laisser de nourriture à la maison car elle mangeait tout voracement. Alors il a mis une chaîne sur le congélateur au sous-sol. Et un après-midi d'été, quand je rentrais chez moi à vélo, je suis descendu au sous-sol pour peut-être couper du bois. Et j'ai vu ma mère essayer de scier la chaîne du congélateur avec une scie. La seule chose que j'ai pu faire a été de crier « Hé !» En la voyant. Elle était toute courbée, elle a tourné la tête, m'a regardé et a grogné. Elle était échevelée et sentait mauvais. Les cheveux longs couvrant son front, les dents toutes cassées et dentelées, à tel point que sa langue, qu'elle me montrait de temps en temps, était coupée et saignait sur les bords. Elle a alors lâché la scie et a couru en haut, et je l'ai suivie. À ce moment-là, je n'en pouvais plus. Je devais choisir entre elle ou moi. Quelqu'un finirait par mourir tôt ou tard. Elle m'a devancé dans la course jusqu'à l'étage, est entrée dans la chambre et a frappé la porte si fort que toutes les fenêtres de la maison ont vibré, comme si elles allaient exploser. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle la poussait, la faisant craquer. Je me suis imaginé qu'elle utilisait son dos et ses pieds pour pousser, dans une position de force. J'ai attendu 1 minute, l'écoutant respirer et grogner de l'autre côté. Quand elle a relâché la pression sur la porte, j'ai frotté mes mains à cause de la sueur, j'ai tourné la poignée et ouvert la porte rapidement. Nos regards se sont croisés immédiatement, à seulement 3 mètres l'un de l'autre. Ses yeux, qui étaient naturellement verts, semblaient des puits d'obscurité, très différents des yeux clairs qu'elle avait, qui ressortaient toujours. Je ne voyais rien, juste le reflet de la lumière dans ses yeux, qui étaient simplement des sphères noires. J'ai déjà lu à propos de personnes qui ont vu des choses comme ça, et cela semble tellement cliché, mais je ne sais plus comment l'expliquer. Il n'y avait pas de pupilles, pas d'iris, tout était complètement noir. À ce moment-là, elle avait une poignée de pièces dans la main et les a lancées sur mon visage. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir, elle m'a poursuivi. J'ai couru, j'ai tourné le coin, j'ai ouvert la porte et suis sorti dans la rue. Alors, j'ai entendu un bruit sourd. Elle était revenue dans la chambre et avait claqué la porte. Aïe! Toutes les fenêtres ont vibré à nouveau et je pouvais le voir de l'extérieur, pensant qu'elles allaient éclater comme des haut-parleurs. Dehors, essayant de comprendre ce que je venais de voir, je pouvais à peine prononcer mon nom. La profondeur du traumatisme était telle que je n'arrivais pas à contrôler ma parole ou mon corps. Je me suis rendu compte alors que mon père était en ville. C'était un samedi. Heureusement, notre téléphone était juste à l'entrée, à côté de la porte du salon. Alors, m'assurant que le chemin était libre, j'ai pris le téléphone et suis allé dans la cour pour appeler mon père. Lorsque l'opératrice a transféré l'appel, je n'arrivais pas à dire un mot. Mon père a compris que c'était moi et a dit qu'il arrivait. Quand il est arrivé, il m'a demandé ce qui s'était passé, mais j'étais toujours sous le choc. Nous sommes entrés ensemble et, tout à coup,
Ma mère, une femme obèse et pas très grande, a surpris mon père en lui sautant dessus. Elle l'a fait tomber et a commencé à lui griffer le visage et à grogner comme un animal. Mon père a réussi à se relever et a couru dehors et je l'ai suivi. Dans la cour, il semblait incrédule, comme s'il ne reconnaissait pas la femme avec qui il s'était marié. Toujours avec le téléphone à proximité, il a appelé la police, qui a à son tour appelé l'institution psychiatrique. Ma mère a parlé aux policiers normalement, comme si rien ne s'était passé, demandant même pourquoi ils étaient là. Quelques minutes plus tard, ils l'ont emmené. Je me souviens qu'on m'a maintenu à l'écart. Peut-être qu'ils ne voulaient pas que je voie ma mère être mise en camisole de force. Je voulais la voir, mais je n'ai pas pu. Elle a été emmenée à l'institution psychiatrique et, 3 mois plus tard, elle a été libérée après s'être internée volontairement. Mon père n'était toujours pas présent dans sa vie. Il continuait à travailler au même emploi, toujours distant, et il pensait simplement qu'elle était folle et l'ignorait sans y prêter attention. Une chose que vous devez comprendre à propos de mon père, c'est qu'il a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, il a vu son propre père se faire abattre par les nazis, ils essayaient de se réfugier en Italie, d'où viennent ma famille et mon père. Il n'était qu'un garçon quand une bombe a explosé et a tué son âne, projetant les entrailles de l'animal sur lui et d'autres enfants. Il a eu une vie très traumatisante. Donc maintenant, je comprends pourquoi il ne réagissait à rien et pensait simplement qu'elle était folle, car il ne passait pas de temps avec elle, il avait une soupape de décompression. Aujourd'hui, je sais que les entités démoniaques qui possèdent quelqu'un veulent juste se cacher, bloquer les sentiments des gens pour qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont possédés, et c'est ce qui a permis à ma mère de parler à ce moment-là. Quand ils l'ont emmenée, qui sait ce qui s'est passé, mais ils ne partent pas, ils sont toujours en elle, ils ont juste le contrôle. C'est pour cela qu'ils montent le long de la colonne vertébrale et entrent dans la tête, car le système nerveux central, qui contrôle tout le corps, est dans la colonne vertébrale. J'ai étudié cela pendant les 30 dernières années, et c'est ce que font les démons. Il existe un processus par lequel ils entrent et prennent le contrôle du système nerveux central, et c'est pour cela que les gens ont des mouvements étranges. Plus le temps passait, plus les démons étaient autorisés à se réfugier en elle, plus je pouvais entendre des voix et des dialectes différents, pendant qu'elle restait assise à parler toute la journée, apparemment en discutant avec personne, avec sa voix qui changeait, et c'est ce qu'ils font. Si les démons devaient habiter une partie du corps qui contrôle les membres, ce serait la moelle épinière, donc cela a du sens, et c'est ce que ma mère a dit. Lorsqu'il rentrait à la maison, c'était généralement pour 2 jours, peut-être une nuit et 2 jours, et il avait sa propre chambre, car nous avions une maison de 4 chambres. Même quand il était chez nous, il n'était jamais vraiment à la maison. Il pêchait ou chassait, des activités qu'il adorait, être dans la nature. Comme je l'ai mentionné, mon père n'a étudié que jusqu'en 4e année en raison de la guerre en Italie. Il a été réfugié pendant des années et est arrivé au Canada à l'âge de 19 ans. Il a eu une vie très traumatisante et, même aujourd'hui, nous ne parlons jamais de tout cela. Nous n'en discutons jamais. Mon père a maintenant 90 ans et je n'oserais pas aborder ce sujet. Je ne veux pas qu'il ait à revivre tout cela. Il sait qu'il a échoué avec moi. Je lui ai dit qu'il aurait pu faire mieux, mais tout cela appartient au passé. Il existe quelque chose qui s'appelle le pardon. Et j'ai pardonné à mon père car je sais qu'il a aussi vécu des traumatismes pendant son enfance. Il n'était pas complètement présent, pour le dire simplement, il avait du mal à s'adapter, ne parlait pas la langue et a dû faire face à un changement de pays. Tout cela étant très difficile. Cependant, l'histoire n'est pas encore terminée. Finalement, je suis parti de la maison. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la nuit de l'incident avec ma mère et la tentative de mon père de l'aider. Il ne fallut pas longtemps après cela pour que je décide de partir. Je ne sais pas exactement quel âge j'avais à l'époque. J'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir partir légalement, alors j'ai passé du temps chez des amis et j'ai planifié mon départ. J'ai décidé d'aller à Toronto, de vivre avec ma sœur
d'économiser de l'argent et ensuite d'aller en Californie pour entrer dans le milieu de la musique, car j'étais guitariste. J'ai fait ça, passé 1 an à Toronto, économiser de l'argent et à 18 ans, je suis retourné chez moi. J'ai réussi à convaincre quelques amis de venir en Californie avec moi. Nous avons fixé la date pour avril 1987, mais à mesure que la date approchait, tout le monde a abandonné, sauf un qui a renoncé 1 semaine avant. J'ai décidé d'y aller quand même. Le vendredi saint, j'ai pris un bus depuis Buffalo, New York, et 3 jours plus tard, le lundi après le dimanche de Pâques de 1987, je suis arrivé en Californie. Je voulais quitter définitivement le Canada. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec cet endroit. À 18-19 ans, je souffrais déjà d'insomnie sévère, de boulimie. Je mesurais 1,85 m, je pesais 56 kg et j'avais une taille de 58 cm. J'étais anorexique et boulimique, vomissant constamment. Je me détestais et je ne voyais aucune valeur en moi. Quand je suis arrivé en Californie, j'ai vécu 15 minutes de bonheur. Quand je me suis assis sur la plage de Santa Monica à 11 h du matin, j'ai mis mes pieds dans le sable et il n'y avait presque personne autour. J'ai posé mon sac à dos dans le sable, me suis allongé et j'ai pensé « Personne ne sait où je suis ». C'est le plus grand moment de ma vie. Je n'ai aucune facture, je ne dois rien à personne. Ce sentiment a duré environ 15 minutes, puis j'ai pensé « Et maintenant, que vais-je faire ?» Je souffrais toujours d'insomnie sévère. Je ne dormais que 2 ou 3 heures par nuit parce que je tremblais beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, à 56 ans, je tremble encore et je ressens des secousses internes comme si quelque chose m'arrivait toutes les nuits et chaque matin. Je me réveille avec une paralysie faciale, ressentant mon visage engourdi et en feu. Le trouble de stress post-traumatique a été terrible et ce que j'ai vécu pendant tant d'années s'est manifesté de diverses manières. À 19 ans, j'ai commencé à avoir des cauchemars horribles, de l'insomnie et de la boulimie. Dans la décennie suivante, j'ai développé une dépression, de l'anxiété et des tendances suicidaires. Maintenant, je ressens à nouveau des tremblements, des secousses et de la paralysie faciale. C'est comme si vous voyiez des vidéos de soldats de la Première Guerre mondiale avec un choc de grenade, tous tremblants, parce que leur système était tellement traumatisé qu'ils ne pouvaient plus fonctionner correctement. Et c'est ce que j'ai. Pendant notre conversation, à certains moments, j'ai pensé que j'allais m'évanouir, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois lors de périodes de stress intense. Je suis allé à l'hôpital tellement de fois que j'ai un dossier médical aussi long que mon bras. Vous vous attendriez à cela de la part de quelqu'un souffrant de troubles de stress post-traumatique en raison de cette situation. Alors, vous savez, pour ceux qui écrivent en disant qu'ils ne croient pas à mon histoire, je suis désolé, mais j'ai toutes les cicatrices et les dossiers médicaux pour le prouver. Mon père a vendu la maison et a trouvé un appartement pour ma mère à Owen Sound, qui se trouve à une demi-heure de l'endroit où j'ai grandi, à Meaford, Ontario, Canada. Mon père m'a demandé si je voulais voir ma mère une dernière fois avant de partir, et j'ai accepté. C'était environ 7 jours avant mon départ, et comme j'étais en ville, nous y sommes allés. En arrivant là-bas, j'ai frappé à la porte. Ma mère l'a ouverte, mais elle ne m'a même pas regardé. Elle savait que c'était moi, mais elle n'a pas établi de contact visuel. Je suis entré, elle a commencé à marcher et je l'ai suivie jusqu'à sa chambre. Elle s'est assise sur le lit, a pris une lettre du chevet, me l'a remise, s'est allongée à nouveau et a commencé. J'ai dit « Je ne vais pas faire ça » et je suis sorti immédiatement, commençant à trembler. Mon père m'a demandé comment cela s'était passé, mais je n'ai même pas répondu. Je crois que je n'ai lu la lettre que lorsque je suis arrivé en Californie. À l'époque, je ne comprenais vraiment pas le contenu. Et au cours des 40 dernières années, avec tant de changements, j'ai fini par ranger la lettre quelque part et je ne sais pas où elle se trouve. Je pense qu'un jour, je l'inclurai dans le 3e et dernier volume de mon livre, en faisant une copie et en la montrant exactement comme elle a écrit, car elle était très étrange. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, car cela semblait être toujours la même chose, mais maintenant je crois qu'il y a quelque chose dedans qui mérite d'être examiné. Il y a définitivement quelque chose de très intéressant là-dedans. Que cela ait du sens ou non,
mais cela vaut la peine d'être revisité. Je vais inclure cette lettre dans le livre final. Je me souviens d'un passage que j'ai lu et qui m'a énervé à l'époque. « Ne sois pas un homme sauvage !» C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de lire et j'ai rangé la lettre. Je ne l'ai pas vue depuis environ 30 ans, mais je sais que je l'ai conservée quelque part et je vais la retrouver. Pendant que nous traversions tout cela, nous ne savions rien, mais j'avais très peur du monde démoniaque. J'entendais des choses dans la maison, je voyais des choses, j'étais terrifié par l'inconnu. Je savais ce que c'était? Je n'en avais pas la moindre idée. La chose qui m'a ouvert les yeux a été un double processus. Quand j'ai eu 30 ans, j'avais beaucoup de difficultés avec la vie et je pensais à mettre fin à mes jours. Je me demandais, pourquoi suis-je comme ça? Oh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai alors commencé à penser à mon enfance et à faire des recherches. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais j'ai fini par trouver les archives du cas d'Annelise Michel dans les années 70, un cas d'exorcisme. J'ai étudié tous les enregistrements et transcriptions disponibles. Et tout ce que j'ai lu et entendu dans les témoignages était exactement comme le cas de ma mère. Les mêmes choses, les mêmes paroles. Quand j'ai étudié tout cela, je me suis dit « Waouh, cela explique tout ». Il n'a pas été nécessaire de forcer une connexion. C'était comme si je lisais l'histoire de ma mère. Les descriptions des témoins, les cris, les mouvements répétitifs, tout était pareil. Ensuite, j'ai commencé à rechercher d'autres cas d'exorcisme et de possession démoniaque et j'ai découvert que tous partageaient des caractéristiques communes. Par exemple, j'ai entendu ma mère parler dans de nombreuses voix différentes, ce qui m'a aidé à identifier des modèles de parole, même en allemand, dans le cas d'Annelise Michel. Tous ces modèles étaient identiques et cela a été choquant pour moi. En explorant davantage de cas et en écoutant plus de témoignages, les pièces du puzzle se sont mises en place et j'ai conclu que ma mère n'était pas possédée par un seul démon, mais par une légion d'entités démoniaques. Ces esprits, des néphilim, des tombés du monde antédiluvien, suivent les mêmes modèles de parole, ont la même haine et utilisent même les mêmes phrases dans tous les cas réels d'exorcisme que j'ai étudiés avec des transcriptions ou des enregistrements disponibles. Ils étaient exactement comme ma mère. Et j'ai réalisé qu'il y avait plus dans la vie que ma propre perception après tant d'années. Je venais de me marier et 3 mois plus tard, ma femme et moi nous sommes séparés. Elle m'a appelé en disant qu'elle était enceinte et mon monde s'est effondré. J'ai pensé, je ne suis pas seulement en train de traverser des problèmes psychologiques, mais je vais nuire à une autre génération, mon propre enfant. Je ne pouvais pas supporter cela. Un jour, en allant la voir, après lui avoir donné ma voiture et tout ce que j'avais, me sentant très coupable, j'étais dans un bus sur la Ventura Boulevard près de la Taft High School et j'ai commencé à pleurer devant environ 40 personnes. J'ai dit « Dieu, qui que tu sois, j'ai foutu ma vie en l'air, s'il te plaît. Entre dans ma vie et remets les choses en ordre. Je te servirai. » À ce moment précis, je n'ai pas entendu de voix. Je n'ai pas vu de lumière, mais j'ai ressenti une paix en moi, et je sais que c'était à ce moment-là que les anges se sont réjouis dans le ciel, car c'est ce qu'ils disent quand un pécheur se repent. Quand j'ai tourné mon visage vers les personnes qui me regardaient pleurer, j'ai souri à elles sans comprendre ce qui m'était arrivé. Lorsque je suis arrivé à mon arrêt de bus, je suis descendu, j'ai couru jusqu'à la maison de ma femme, j'ai frappé à la porte et je lui ai dit, sans vraiment comprendre, quelque chose m'est arrivé et je ne sais pas ce que c'est. Nous nous sommes réconciliés une semaine plus tard et je lui ai dit que j'avais un désir immense de connaître Dieu. Alors, je suis allé louer le film Jésus de Nazareth. Pendant que je regardais, ma femme était dans la cuisine. Dans le film, lorsque Jésus dit que les brebis connaissent sa voix, j'ai immédiatement ressenti que c'était lui que j'avais rencontré dans le bus. Une semaine après, j'ai demandé à un ami qui allait à l'église où il allait et je suis allé là-bas la semaine suivante. Le pasteur, David Miller, a dit dans son sermon que nous devons naître de nouveau. Il a lu le passage avec Nicodème où Jésus dit qu'il ne faut pas s'étonner que nous ayons besoin de naître de nouveau. C'est comme le vent dont on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Je me suis tourné vers ma femme et lui ai dit «
C'est ce qui m'est arrivé. Je suis né de nouveau. À partir de ce moment-là, ma femme a aussi donné son cœur au Seigneur. Et quelques mois plus tard, sous mon influence, chaque membre de sa famille, au fil des ans, est devenu chrétien né de nouveau. C'est une belle histoire, mais aussi douloureuse à cause de ce que j'ai dû traverser et de l'endroit où cela m'a conduit. Cela m'a donné une paix intérieure, comme Jésus le dit, une paix que le monde ne peut pas donner. Maintenant, je ne m'inquiète plus de la mort, de la gloire ou de la richesse, parce qu'en ce jour-là, dans le bus, j'ai trouvé une perle précieuse et j'ai donné tout ce que j'avais pour la posséder, sachant que tout le reste est pâle en comparaison. Je lutte encore contre le trouble de stress post-traumatique. C'est horrible. Parfois, je demande à Dieu de me prendre parce que je ne sais pas si je peux continuer. Mais tant que Dieu veut que je raconte cette histoire, j'espère qu'en le faisant, quelqu'un là dehors aura le courage de se lever et dire « Je crois en Christ, je crois en Jésus et je vais lutter contre cela, car l'ennemi veut seulement détruire. » Il y a peut-être quelqu'un qui regarde aujourd'hui et qui a une histoire similaire et, en sachant qu'il n'est pas seul, trouvera un peu de réconfort. La leçon la plus importante ici est que Dieu peut vous sortir de n'importe quel endroit, peu importe combien vous vous voyez bas ou combien vous pensez n'avoir aucune valeur. Vous avez tort, parce que le Christ peut sortir n'importe qui de n'importe où, vous purifier, vous revêtir de vêtements blancs et vous inviter à vivre avec lui dans le ciel. Il n'y a personne qui soit si loin qu'il ne puisse être atteint par la main de Dieu. C'est cela que le repentir et le pardon signifient. Il dit qu'il jettera tous vos péchés loin et qu'ils ne seront plus jamais rappelés. Vous serez purs comme la neige. C'est ce que j'ai dû affronter, pensant que je n'avais aucune valeur. Mais à la fin, les couronnes de ce monde n'ont pas d'importance. Elles sont jetées aux pieds du roi des rois. Peu importe combien vous vous voyez bas ou combien vous pensez être sans valeur, le Dieu qui vous a créé dans les cieux a un amour si profond et précieux pour vous qu'il a donné son Fils unique pour souffrir le pire des tourments possibles sur cette planète afin que vous et moi puissions aller au ciel. Voilà ce que représente l'histoire de chaque homme. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser quelques questions pour que vous réfléchissiez. Comment va votre vie aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui vous retient, comme le passé, la douleur ou le manque de direction? Peut-être que vous avez l'impression de n'avoir aucune valeur ou que personne ne se soucie de vous. Mais rappelez-vous, Dieu peut changer n'importe quelle situation. L'histoire que vous venez d'entendre montre que, aussi sombre que puisse paraître votre réalité, il y a de l'espoir en Christ. Avez-vous déjà donné votre vie à lui? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire dès maintenant? Défiez-vous de faire le premier pas vers une nouvelle vie. Que devez-vous faire pour laisser le passé derrière vous et permettre à Dieu de transformer votre présent? Ne tardez plus. Partagez vos réponses ici dans les commentaires, car je veux marcher avec vous sur ce chemin de transformation. Et si vous voulez continuer à apprendre comment Jésus peut changer des vies, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, recherchons cette croissance spirituelle. Rhea. Je ne pouvais pas continuer dans ce mariage en sachant que Dieu ne le bénissait pas et que je dormais à côté d'un démon. C'était trop perturbant. J'ai vu son visage se transformer de manière démoniaque. Mais je l'aimais encore. J'ai prié Dieu pour qu'il l'enlève, mais sans briser mon cœur. Je ne voulais pas souffrir de la séparation. Il ne fallut pas longtemps après avoir déposé la demande de divorce, quelques jours à peine, que j'ai commencé à me réveiller avec les pires maux de tête que j'ai jamais eus dans ma vie. Tout mon corps a commencé à être très douloureux. Je lui ai demandé de m'emmener aux urgences ou à la salle d'urgence, et il a mis beaucoup de temps à le faire. C'est alors que je me suis rappelé de l'assurance vie d'1 million de dollars. Il toucherait 500 000 $ de cela, et tout a commencé à avoir du sens. C'est pour ça qu'il faisait ça. Pendant que je suffoquais, j'ai vu Jésus à nouveau, mais cette fois seulement jusqu'aux genoux. Je pouvais voir sa tunique et sa main tendue vers moi. À ce moment-là, je voulais partir avec Jésus. J'étais prête à partir.
Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.